Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite critique. Je suis un peu excité parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de critique. Aujourd'hui on va parler non pas de un mais de deux films. Deux films qui étaient très attendus mais pas pour les bonnes raisons, vous allez voir. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, je vous le dis entre nous, mais je les ai enchaînés à la suite. Quand j'ai à la suite, c'est vraiment je suis sorti d'une séance, j'ai pris mon billet, j'ai enchaîné, paf, direct. Et comme c'était deux films pas ouf, eh bien, c'est un petit tuto pour vous, gratuit, de comment passer la pire après-midi de votre vie. Voilà. Est-ce qu'on perd plus de temps que ça? Je pense pas. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du dernier Disney qui est Blanche-Neige et du film Minecraft de Warner Bros. C'est parti. On va commencer par Blanche-Neige parce que c'est le premier que j'ai vu et quitte à commencer par un film, autant commencer par le pire. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Oui, je dis le pire et je m'avance parce que, waouh, j'en ai vu des films et c'est quelque chose. C'est la première fois que je mets un 0,5 sur Letterboxd. D'ailleurs, mon Letterboxd est en description. Il s'affiche là, hein. C'est gratuit, ça mange pas de pain, si ça vous intéresse de voir mes avis sur les films. Bref, donc ce Blanche-Neige, nouvelle adaptation d'un film Disney, est réalisé par Mark Webb. Mark Webb qui a pas un CV dégueu puisqu'il a notamment réalisé les deux The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone, des films que je défends ardemment parce que je les trouve vraiment bien, ils ont vraiment de bons points. Et il a également réalisé 500 jours ensemble. Donc il a fait de bons films, il a fait des romances, il a fait des films de super-héros, des films un petit peu donc fantastiques. Donc il a plutôt un bon CV Mark Webb. Et si on fait abstraction des nains en CGI qui sont tout bonnement, comment trouver un terme élégant? Le plus élégant que j'ai, c'est dégueulasse. On peut peut-être s'attendre à une DA assez intéressante, assez sympa quoi, assez féerique, un peu à Blanche-Neige, comme ça quoi. Eh bien non, je suis désolé, j'ai mis du temps à essayer de trouver des arguments positifs pour donner un côté assez aguicheur pour vous proposer, peut-être vous inciter à aller voir tout de même ce Blanche-Neige. Et c'est peut-être la première fois en 3 ans de vidéos YouTube que je n'arrive pas. Je suis désolé, j'ai beau faire tous les efforts du monde, j'arrive pas à trouver un point qui est assez pertinent. Alors, ils ont eu plein de problèmes au moment de la production du film, notamment ils ont eu de grosses polémiques parce que dès que Disney fait un live action, il y a une polémique. Notamment, il y a une polémique sur Rachel Zegler parce que je vous apprends rien, mais Blanche-Neige à la base c'est un dessin animé, sinon pas une adaptation. C'est le tout premier dessin animé long métrage réalisé par Walt Disney. Ça date de 1937, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est assez iconique Blanche-Neige. Et si vous connaissez pas l'histoire de Blanche-Neige, d'où son nom vient, c'est une princesse qui a le teint blanc comme la neige. D'où son nom de Blanche-Neige. Et donc pour le casting de ce film et interpréter ce rôle de Blanche-Neige, ils ont choisi Rachel Zegler. Et donc ce choix a fait polémique parce que elle a des origines latino-américaines et du coup les gens étaient en mode oui mais elle a pas le teint blanc comme la neige machin, du coup c'est woke, du coup c'est encore pour l'inclusivité de Disney et tout. Les gars, c'est des polémiques pour faire des polémiques, ça ne sert à rien. Je veux dire, si elle joue parfaitement le rôle et qu'elle incarne le rôle de Blanche-Neige comme il faut et qu'elle reste fidèle au personnage qu'on lui demande de jouer, bah y a pas de souci quoi, arrêtez de vous plaindre. Personne a fait tout un drama sur Gal Gadot qui jouait la méchante sorcière, bon, voilà quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu te focalises sur le physique de quelqu'un pour le caster et pas sur sa performance d'acteur, bah en fait c'est ridicule, tu sais que ton film il va foirer. Je sais pas, j'essaie de trouver un sens à ces accusations et en fait j'arrive pas tout simplement parce que ça a aucun sens finalement. C'est elle qui joue le rôle, c'est tout, faut se contenter de ça et puis le plus important c'est tant qu'elle le joue bien, bah ça va quoi. Il y a pas de quoi en faire un plat je veux dire. Et là je dis ça, je passe 3 minutes sur Blanche-Neige mais c'est pas le seul problème de casting qu'ils ont eu hein, les producteurs. Non, parce que pareil à la base il était question de prendre de réelles personnes de petite taille pour jouer les 7 nains de Blanche-Neige. Et au final, ça n'a pas été le cas parce que je sais plus qui a pris la parole sur ce sujet, mais c'est pareil. C'est justement une personne atteinte de nanisme qui a dit que ouais c'était pas juste, on était que contraint de jouer des rôles de personnes de petite taille. Voilà, du coup la solution qui a été trouvée c'est de les remplacer par des nains dégueulasses en CGI. Top top top. Et le problème c'est que quand les gens ont un a priori sur le casting, c'est compliqué de leur enlever ça de la tête. Et
on l'a bien vu, notamment avec une autre adaptation Disney de La Petite Sirène où Halle Bailey avait joué le rôle principal. Bien qu'elle passait plutôt bien dans le rôle principal et qu'elle chantait super bien, qu'elle s'était bien approprié le rôle d'Ariel, les gens étaient concentrés sur sa couleur de peau et on notait le film par rapport à ça. Et c'est vraiment con. Faut le dire, c'était idiot. Donc, c'est pour cette raison que je suis allé voir ce Blanche-Neige, parce que il a eu des notes cata, hein. Vous regardez encore sur Allociné, sur Letterboxd, il y a eu des notes catastrophiques, et je me suis dit, si ça se trouve, c'est comme La Petite Sirène, le film a peut-être de gros défauts, il est peut-être juste mid, tu vois, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il se regarde, et que les gens en font tout un pataquès. Et j'espérais ça, vraiment. Mais non, c'est pas... Non. Par où commencer? Déjà, essayons de trouver le seul point c'est pas un point positif, c'est un point ok. Le scénario, parce que oui, il y a des choses dans la version de 1937 que tu peux plus montrer au cinéma aujourd'hui. Par exemple, une femme qui, perdue dans les bois, tombe sur une maison et la première chose qu'elle fait, c'est ranger la maison, faire le ménage. En Big 2025, non, faut évoluer un peu dans sa tête, on peut pas faire ça. Du coup, ils ont plutôt trouvé des choses pour changer ces versions du scénario, ces petites spécificités. C'est des choses simples qui sont assez neutres, mais on va dire que ça passe à peu près pour la majorité des trucs. Même s'il y a des grosses simplicités, des trucs qui n'ont presque aucun sens, ok, soit. Il y a tellement de trucs qui sont absurdes dans ce film que ça, c'est vraiment un truc anecdotique. Non, le premier problème, c'est visuellement. Je sais pas combien de temps dure le film. Il doit peut-être durer 2 heures. Ressenti 6. Vraiment, j'en pouvais plus. J'ai regardé mon tel au milieu du film parce que je me faisais chier, parce que je voulais savoir combien de temps il restait. Et il restait 1 heure. Ça faisait même pas 1 heure que j'étais dans la salle, j'étais en mode je perds mon temps, vraiment. Je voulais pas sortir de la salle quand même, parce que je trouve que ça se respecte. Il y a des gens qui ont travaillé dur pour proposer ça à un public. Le minimum de respect, c'est de rester jusqu'au bout, quoi. Même si c'est pas bien. Mais ça m'empêche pas de dire que j'ai trouvé le film moche. D'habitude, je prends des pincettes. J'essaie de trouver une forme assez sympa de le dire, mais là, c'est compliqué, quoi. En fait, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui m'a quand même vachement marqué, c'est que tout est plat. Mais quand je dis tout est plat, c'est dans le film, à chaque plan qui t'est proposé, tu peux savoir quelle partie du décor est réelle, qu'est-ce qui est en fond vert, ou qu'est-ce qui est du décor plastique construit spécialement pour le tournage. C'est super facile de deviner. À chaque plan, tu te dis, ok, ça c'est bizarre, c'est du fond vert. Ça me paraît un peu plus palpable et tout. C'est du décor qui a dû être fait à la main, où il y a dû avoir une structure. Et puis ça, c'est trop naturel pour que ce soit pas un décor en studio. C'est forcément de l'extérieur. Et le pire, c'est que je suis sûr que c'est ça. Tu vois trop la différence entre le réel, le fake, le fond vert. Du coup, ça m'a sorti un petit peu du truc. Et le souci, c'est que quand je vous dis tout est plat, quand c'est un fond vert où t'as du mal à mettre du relief, bah oui, ça se voit. C'est comme dans Ant-Man Quantumania. Ça se voit que c'est un fond vert. Mais même quand il y a du décor en studio, où là, ouais, t'as pas énormément de profondeur, donc peut-être que des fois, à la limite, admettons que c'est compliqué d'avoir du relief, mais là je suis désolé, on a une séquence complète en forêt où ça se voit que c'est un décor réel parce que il y a une telle différence entre une vraie forêt et la forêt qu'ils ont reproduit en CGI que tu sais que c'est en décor réel. Et une forêt, enfin, on est déjà tous allés en forêt, on voit c'est vallonné une forêt, ça a de la profondeur une forêt. Ils ont réussi à rendre ça plat, quoi, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est limite plus dur de rendre ça sans relief que de donner du relief. C'est assez fou quand même. En fait, c'est assez fou parce que il y a presque 210 millions de dollars de budget dans le film. Et pourtant, t'as l'impression qu'ils ont filmé avec une caméra que on a nous en première année d'école de cinéma, qui sont pas les caméras les plus abouties, tu vois, c'est des caméras pour découvrir le métier. T'as l'impression qu'ils sont filmés avec ce type de caméra et avec un objectif avec une focale unique. Ils ont pas changé la focale, ils sont restés, je sais pas, en 70 mm, admettons, et ils ont filmé que comme ça. Tous les dialogues sont flous, il y a 0 arrière-plan. Il y a 0 profondeur de champ. À des moments, je me suis dit, mais j'ai l'impression que j'ai vu des courts-métrages étudiants qui étaient plus travaillés que ça. C'est assez violent ce que je dis, mais à un moment, genre, les gars, quand t'as 200 millions de budget, c'est pas admissible de proposer un truc comme ça, quoi. Franchement, j'étais un peu sur le cul, j'étais comme ça. Vraiment, j'étais comme ça, j'étais en mode, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et si seulement c'était que ça le problème, je vous dirais, les acteurs ont quand même sauvé le film, mais là, j'aime bien Rachel Zegler, hein,
plutôt défenseur de ce qu'elle fait. Je trouve que dans le dernier Endgame, elle avait fait une vraie bonne performance. Mais là, je trouve que ça fonctionne pas. Je sais pas. Après, à qui remettre la faute? Au réalisateur, à l'acteur, à la personne qui dirigeait l'actrice? Si c'est pas le réalisateur, je sais pas. Je pense que tout le monde est un petit peu fautif dans l'histoire. Sur les parties où elle chante, bah, elle a une belle voix, elle sait très bien chanter, donc c'est pas le problème. Mais quand il y a du jeu pur ou les dialogues qu'il y a, bah, ça fonctionne pas super bien, quoi. Si vous voulez, à titre d'exemple, je peux vous faire la scène où elle tombe amoureuse d'un prince. Prince qui d'ailleurs n'en est pas un, puisque ça a été jugé que en 2025, une femme n'a pas besoin d'un prince pour l'aider à prendre quelconque décision ou à faire quelconque tâche, et qu'elle peut se débrouiller tout seul. Encore une fois, c'est un choix de scénario. Ils ont donc changé le prince en un personnage, un espèce de Robin des Bois, j'ai l'impression, qui est un peu en marge du royaume et qui est un peu un rebelle, tu vois. Mais bon, bref, ce personnage n'est pas forcément important, mais ça reste ancrage dans l'histoire. Et il faudrait que je vous montre un petit peu sa réaction quand elle tombe amoureuse. Imaginez-vous, c'est Rachel Zegler, ça c'est sa main, ça c'est la main du prince. Et là encore, je l'ai joué comme elle le joue. Elle le surjoue encore plus. C'est pas subtil, c'est là, quoi. Ça existe et ça devrait pas exister, quoi. Je sais pas pourquoi. Et le truc, c'est que c'est un petit peu pareil pour toutes les réactions qu'elle a. T'as l'impression qu'en fait, ils ont pas coupé au moment où elle se prépare à voir la réaction et qu'ils ont pris aussi la prépa. Du coup, tu vas voir faire un peu comme ça, regarder et avoir sa réaction. Et ouais, c'est un petit peu dérangeant. J'avoue que là, bien que je l'ai apprécié, notamment dans Hunger Games, là, je trouve que ça fonctionnait pas. Mais à sa défense, elle était souvent toute seule en studio, puisqu'elle interagit soit avec les nains, soit avec le décor, et elle n'a pas forcément à tourner toute seule, quoi, puisque tout le reste était virtuel, donc c'est assez compliqué de jouer tout seul. Mais n'empêche que ça reste son job, et que voilà, ça n'a pas été super bien fait. Et puis, si, les seules interactions qu'elle avait, sinon, c'était avec Gal Gadot. Et ça, c'est l'autre problème du film. C'est que Gal Gadot, dans ce film, elle a été très critiquée pour son jeu dans d'autres rôles, même si je trouve que dans Wonder Woman, ça passe à peu près. J'ai pas vu d'autres films d'elle, mais à chaque fois, les retours sont pas très bons. Et bah, je confirme que ce Blanche-Neige ne va pas l'aider. Parce que là, c'était, ouais. Mr. V, s'il peut indiquer un peu sa performance, il dirait... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. Aïe 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 aïe. C'est assez particulier parce qu'elle joue la méchante sorcière et en fait, pour se rendre imposante, elle va faire quelque chose d'assez particulier, c'est que elle ne va pas essayer de faire porter sa voix, d'augmenter le volume sonore et de paraître imposante dans la posture et tout, tu vois, en se remettant droite, en se grandissant et tout. Non, elle va faire des sortes de grimaces et prendre une voix bizarre, tu vois. Je vais pas faire l'exemple là parce qu'il est quand même 22h50 où j'enregistre cette vidéo et que je pense que je vais pas engueuler si je le fais. Mais disons que au lieu, justement, comme je viens de vous le dire, d'augmenter le volume sonore et de prendre une posture assez imposante, tu vois, et paraître vraiment terrifiante, va changer de voix. Va faire un peu... c'est comme si là je vous parlais normal et puis d'un coup elle va faire miroir, dis-moi qui est le plus beau. Tu joues à quoi, sérieux? C'est quoi ce jeu-là? Et puis on parle pas des passages musicaux où elle sait pas vraiment chanter, quoi. Du coup, sa performance, elle est quand même très compliquée. Elle est compliquée à écouter, elle est compliquée à voir, enfin, voilà. Ça n'aide absolument pas le film. Donc ouais, quand je suis sorti de la séance, j'étais fatigué. Mais alors fatigué. Et j'étais pas au bout de mes peines parce que je me suis dit, au lieu de niquer 2 après-midi en voyant 2 films mauvais distinctement, autant les regrouper en une après-midi et enchaîner avec Minecraft. Donc Minecraft, si vous connaissez pas, c'est que vous avez vécu dans une grotte. Mais bon, pour les retardataires, c'est un jeu vidéo à la base qui est mondialement connu. C'est pour ça que je me permets la métaphore avant, c'est que vraiment tout le monde connaît au moins 2 noms Minecraft. Si tu n'y as pas joué, forcément entendu au moins une fois dans ta vie ce nom. Et Warner a eu la riche idée de valider un projet d'adaptation Minecraft. Ils auraient pu le faire comme Mario Bros l'année dernière ou il y a 2 ans plus tôt en animation. Il y aurait peut-être eu un truc intéressant à faire, je suis d'accord. Mais non, ils l'ont fait en live action. Et c'est là le problème. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ça fait une partie du problème. Déjà, on va commencer par le commencement. Est-ce que ce film est aussi nul que Blanche-Neige? Non. Alors, est-ce que je les aurais vus séparément? J'aurais trouvé aussi nul que Blanche-Neige, peut-être pas, mais après Blanche-Neige, il passe mieux. Il passe mieux parce que là où Blanche-Neige a voulu être un peu sérieux et s'est retrouvé à être nul, tout est là, quoi.
Alors que Minecraft, t'as l'impression que ils se sont dit, les gars, on fait de la merde, mais quitte à faire de la merde, allons jusqu'au bout. Du coup, ils sont allés jusqu'au bout du délire, tu vois, ils sont vraiment, les scénaristes sont pris de la drogue, quoi. Ils sont allés au bout du truc, qui fait que il y a des moments qui sont marrants et qui passent plutôt bien. Donc en vrai, genre les 30 premières minutes, je les ai pas détestées. Mais bon, après, il y a 1h10 en trop. Mais voilà, on va dire, ça partait plutôt ok. C'était pas si horrible. Et surtout que c'est dès la bande-annonce que tu savais que ça allait pas être ouf, parce que la bande-annonce, bah voilà, tu mélanges des personnages réels, Jason Momoa, Jack Black, il y a Emma Myers dans le film, du coup, des personnalités connues. En plus, j'ai envie de dire, Jack Black pour ce genre de rôle, c'est un peu le personnage, l'acteur idéal. Jason Momoa peut être intégré à ce genre de truc. Emma Myers, je la voyais pas trop dedans, mais bon, c'est le but de sa carrière au cinéma après Mercredi. Ok. De toute façon, on sait très bien que ce film fera un succès au box-office. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà à plus de 300 millions et a fait un meilleur démarrage que Mario Bros. Parce que c'est Minecraft. Donc, quand t'as vu la bande-annonce, que tu t'es dit, oh la vache, c'est dégueulasse, mais du coup que tu y es préparé, bah ouais, en vrai, ça passe. Genre, tu sais que tu vas avoir de la merde, donc d'accord. Mine de rien, il y a eu quelques bonnes surprises. Je vous ai dit, les 30 premières minutes, je les ai pas détestés. Il y a quelques points d'humour qui fonctionnent plutôt bien, même si là, quand même une big majorité est lourdingue à la limite du gênant. Mais il y a des trucs qui fonctionnent un petit peu, tu vois. Et notamment, j'ai envie quand même de donner un petit point pour la musique parce que ils ont assumé reprendre le thème principal du jeu, à le travailler, à le rendre un petit peu épique et tout avec une instrumentale et ça fonctionne bien, c'est sympa à écouter. Donc non, ils ont essayé des trucs, il y en a qui fonctionnent pas du tout, il y en a qui fonctionnent bien, mais tout n'est pas à jeter non plus. Oui, je pensais pas dans cette vidéo que j'allais défendre Minecraft, mais je le fais un peu. Ça n'empêche que le reste, bah voilà. On a un scénario qui est ultra simpliste, avec qui est un peu à la Jumanji, tu vois. On se retrouve bloqué dans un jeu vidéo. Pour en sortir, il faut accomplir une quête. Dans cette quête, nos personnages se découvrent un petit peu, et encore parce qu'ils sont pas très développés. Il y a la moitié qui ont un petit développement, l'autre moitié qui ont été passés à la trappe. Et il y a des facilités à tout va. À un moment, tu sens qu'ils ont lâché prise. Tu peux te poser la question, mais comment il a fait lui pour s'en sortir? J'ai l'impression qu'en image, il te répond, te pose pas de questions, reste assis, genre tout va bien, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Bah l'image, je l'ai dit, pas surpris, on s'y attendait, mais c'est pas beau. Même s'il y a quand même plus de profondeur de champ que sur Blanche-Neige. Et ça, c'est un peu fou. Et bizarrement, il y a des trucs qui fonctionnent un peu. Là aussi, tu vois la différence entre ce qui a été filmé en fond vert, ce qui a été filmé en décor reconstruit en studio, tu vois. Mais bon, encore une fois, t'étais habitué, ils ont quand même tenté des trucs, il y a un petit côté créatif, même si je trouve qu'on le sent pas assez pour un jeu qui est basé sur l'inventivité et la créativité. Je trouve qu'on le sent pas assez dans le film, mais il y a quand même 2-3 idées bonnes. En vrai, je me dis que ils auraient peut-être pu s'inspirer de La Grande Aventure Lego. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Moi, je m'en suis souvenu, on en a parlé d'ailleurs avec des potes à la sortie de la séance. C'est un film qui a 10 ans, qui traite des mêmes sujets, de la créativité, laisser les personnes s'exprimer, être créatif, etc. C'est les mêmes sujets qui sont abordés dans ces deux films. Mais dans La Grande Aventure Lego, bah, c'est quand même beaucoup plus explicite et puis c'est imagé, c'est parfaitement imagé même. Là, dans Minecraft, on te dit, c'est ça le thème du film, mais il est vraiment, on a gratté à la surface. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce thème-là, tu vois. Donc, je regrette vraiment cet aspect du film parce que c'est là où je dis que, en plus de peut-être faire un truc full animation, on aurait pu largement aborder des thématiques qui peuvent être super intéressantes, notamment sur la créativité, le fait d'être inventif et ce domaine de l'art, surtout dans cette période où bah on a l'intelligence artificielle qui prend énormément d'importance, quoi. Donc voilà, c'est là où je dis que il y avait vraiment des sujets, des points clés à aborder dans ce film et qui ont vraiment été trop légers, qui fait que même s'il y a le côté humour, qui a toutes les références au jeu Minecraft qui déchaîne tout le monde dans la salle, que ce soit aux US ou même en France, hein. Alors forcément en France c'est un peu moins disproportionné, mais moi j'étais à une séance où dès qu'il y avait une ref, les gens ils criaient dans la salle, genre c'est une dinguerie. S'il y a un tel engouement autour de ce film qui est pas ouf, tout le monde sait qu'il est pas ouf, mais pourtant tout le monde va le voir, c'est assez incroyable. Mais bon, ça ramène des gens en salle, ça fait vivre les cinémas, donc en vrai, genre c'est pas bien de dire ça. C'est un peu un constat dramatique finalement, parce que ce genre de film ramène tellement de gens au cinéma, alors qu'il y a des films qui sont tellement plus cool et incroyables à regarder. Notamment, je pense un que j'ai vu en janvier,
qui s'appelle Sing Sing, qui parle de la réinsertion de prisonniers par le théâtre. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce film, qui est magnifique, qui est touchant, qui est plein d'émotions. Il va te faire un score ridicule à côté de Minecraft, tu vois. Et c'est un peu le constat dramatique qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ce qui marche aujourd'hui, c'est pas forcément les bons films, c'est les trucs qui vont toucher à la pop culture, qui vont rapporter de l'argent. Et c'est peut-être pour ça aussi que en ce moment, on a que des franchises qui se créent. On n'a plus vraiment de nouveaux films, mais on va avoir le prochain Marvel ou Machin 2 ou Bidule 3, tu vois. Et on a beaucoup moins d'histoires originelles, tu vois. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion de cette vidéo. C'est que si vous voulez passer une après-midi de merde, allez voir ces deux films d'un coup, qu'est-ce que je vous dise. Mais bon, si vous voulez voir des films vraiment sympas, il y en a de très beaux. En ce moment, il y a un hommage à Darren Aronofsky. Il y a la ressortie de Requiem for a Dream, par exemple. Un film qui vaut le détour, vraiment. Il y a Anora, je sais pas si c'est encore en salle, mais il y a Anora qui est intéressant, qui a eu la Palme d'Or, qui a eu 5 Oscars. Il y a Mickey 17 du fameux réalisateur coréen Bong Joon-ho, qui vaut le détour parce que c'est quand même un film assez satirique du monde dans lequel on vit actuellement. Et c'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Là, il y a des films que je trouve intéressants qui vont sortir au mois d'avril. Je pense notamment à Sinners de Brian Coogler qui a fait Creed les Black Panther, qui sont plutôt de bons films, du moins pour le premier Black Panther et pour les Creed qui sont vraiment cool. On a Les Linceuls de Cronenberg, David Cronenberg, un réalisateur monumental qui sort un nouveau film. Donc voilà, tout ça pour dire que ne vous arrêtez pas aux films dont on parle sur les réseaux, que ce soit en bien ou en mal. Essayez d'aller peut-être chercher le petit truc sur des sites plus spécialisés où les gens, la tendance un peu des cinéphiles, les films dont ils parlent, et peut-être que vous tomberez sur quelque chose d'assez magnifique et que vous trouverez peut-être une vraie passion dans le cinéma et que vous y trouverez votre compte finalement. Et que les 10 balles que vous dépenserez pour aller voir un film, ils seront peut-être plus rentables que pour aller voir ce genre de film. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, malgré que la critique soit négative. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le thème. Donc ce sera une surprise un peu pour nous tous. À très bientôt. Allez au cinéma. Bisous.